Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi, metatv.org, 21h minuit, c'est la saison 3, comme d'hab, donc grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs connectés, et évidemment à tous les métanautes, et ce soir, une soirée histoire avec Ludo. Bonsoir Ludo. Bien écoute, je te remercie déjà de m'avoir invité, bonjour à tous les métanautes, et puis encore un grand merci d'être là ce soir avec vous. Écoute, pas de souci. Alors, Ludo, toi aussi, tu as un pseudonyme Arcana. Ouais, alors Arcana, c'est le nom de ma chaîne et de mon blog. Donc Arcana, qui veut dire vulgairement le secret en latin. Les mystères du monde, donc les mystères aussi bien archéologiques, historiques, les intrigues sur la mythologie et sur différents sujets historiques de toute époque. Voilà, parce que tu traites, alors tu as traité beaucoup justement des sujets sur les grands mythes historiques, parce que il y a les mythes perses, les mythes scandinaves, les mythes celtes, on voit que voilà, il y a des spécificités propres à chacun, mais qu'il y a quand même des liens, des points communs. Alors, en fait, c'est la matière. Toutes les civilisations, toutes les grandes civilisations du monde ont leur mythologie. Les Scandinaves, les Vikings ont leur mythologie, les Grecs, les Égyptiens, les Amérindiens, etc. Et on trouve des connexions entre toutes ces mythologies. Alors, par exemple, pour l'Amérique du Sud, les Amérindiens, Mayas, Aztèques, Olmèques, Toltèques, les Incas, on va trouver des références claires. Exemple, le dieu Kukulkan. Ouais. Le Kukulkan, chez les Mayas, a son équivalent chez les Aztèques au nom de Quetzalcoatl, si j'arrive à le prononcer correctement, c'est très difficile. Et Viracocha, chez les Incas. On retrouve quasiment le même mythe, la même histoire. Un homme grand, blond, qui a marché au-dessus des flots et qui est venu civiliser ses peuples. D'après une théorie de Thor Heyerdahl, je ne sais pas si tu connais, c'est un auteur un peu controversé, donc archéologue notamment, qui a beaucoup travaillé sur l'île de Pâques notamment. Et pour ces mythes amérindiens, il a considéré que Viracocha, ou peu importe comment on l'appelle, a traversé le continent du nord au sud et a civilisé peuples au fur et à mesure, ce qui explique les relations ou les corrélations entre ces différentes cultures. Et après, il est parti. D'accord. Le dieu, dans les mythes. Et c'est pour ça qu'on trouve, alors parce que les civilisations, en plus, elles sont territorialement bien géolocalisées. Il y a l'Amérique centrale, ce qu'on appelle la Mésoamérique, donc, et puis après, sur la bordure sud-américaine, plutôt la façade ouest, on va dire. Mais il n'y a pas d'équivalent, par exemple, en Amérique du Nord, non? Alors en Amérique du Nord, c'est plus complexe parce que déjà on a détruit la culture. Quand on va dire les colons anglais, espagnols, français et autres ont colonisé le territoire, on a tué tout le monde globalement. Donc de ce fait, on n'a pas posé de questions et il y a plus grand monde pour en parler. Néanmoins, on trouve, alors pas forcément dans leur mythe premier, mais on va trouver le symbolisme animal, végétal, les totems, l'astrologie également chez les Amérindiens du Nord. Qu'on va trouver des mythes, des équivalents avec les Sibériens, en Sibérie par exemple, ou même dans le chamanisme européen d'une certaine façon, ou japonais, etc. Justement, ce chamanisme européen, toutes ces mythologies, elles disparaissent quand à peu près en Europe? C'est l'arrivée du christianisme? Alors, c'est même plus compliqué que ça. En fait, aujourd'hui, on pourrait dire que toutes les grandes civilisations du monde sont monothéismes. Avant, polythéisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vénèrent plusieurs divinités représentatives. Ils vénèrent le vent, le soleil, les montagnes, une force donnée comme la foudre ou autre. Et tout d'un coup, un seul dieu. Pourquoi ça arrive à cet instant? Déjà, le polythéisme vénère d'une certaine façon l'homme. C'est-à-dire que tous les dieux sont des représentations de l'homme, version divine. Mais globalement, les dieux ont les mêmes problèmes que les hommes. Ils sont... je ne vais pas dire qu'ils sont un peu fous, mais tous les dieux ont quand même des mythes assez pervers, des histoires de cœur, de la tromperie, des massacres, des vengeances. C'est très humain, en fait. En fait, on s'est divinisé, si on veut, d'une certaine façon. On passe tout d'un coup au monothéisme. Imaginez, vous, dans l'Empire romain, l'Empire romain, grec, voilà, bassin méditerranéen, à peu près vers l'an 0. Les dieux sont méchants, ils vous torturent, ils vous punissent, et tout d'un coup, on vous annonce un nouveau dieu, il est gentil, il vous pardonne, vous irez dans un monde meilleur après votre mort, vous êtes pauvre, vous avez aux enfants, vous arrivez à peine à les nourrir, et tout d'un coup, on a un grand dieu bon et juste. C'est tentant pour le peuple. De ce fait, les gens vont adhérer assez aisément à cette croyance. Alors, ça ne s'est pas bien passé quand même, hein. Les anciens mythes ont essayé de perdurer au maximum. Et de ce fait, le monothéisme, du moins la religion chrétienne, a eu une idée absolument magnifique. Je ne sais pas qui l'a eu, mais on peut leur tirer leur chapeau. Ils ont repris les anciens mythes et les ont, on pourrait dire, christianisés. En Égypte, par exemple.
En Égypte, on a la Trinité. Ouais. On a Isis, son fils Horus, et la divine énergie d'Osiris mort qui l'enfante. On retrouve la Trinité chez les chrétiens. Le mythe d'Horus, parlons-en. Horus avait 12 disciples, il est né un 25 décembre, il a ressuscité après sa propre mort dans un combat contre Seth une certaine fois. Il a ressuscité également El-Hazar-Us, qui était une momie, il l'a ramené à la vie, comme Lazare chez les chrétiens. Et Horus est le dieu du soleil, le salut, le fils de Dieu, enfin, le fils d'Osiris du moins. Et puis dans le christianisme, souvent le soleil symbolise... Alors le soleil, c'est l'Égyptien, vous avez vu, ils ont tous une petite auréole sur la tête, qui représente les dieux, l'illumination, le soleil justement. Autre chose intéressante, la date du 25 décembre chez les chrétiens. Ce n'est pas une date au hasard. Si on analyse un petit peu les astres, donc ce qu'on appelle l'astrothéologie exactement, on va s'apercevoir d'une étoile très brillante, Sirius, dans le ciel. Elle est alignée au 25 décembre avec les 3 étoiles du baudrier d'Orion. Les 3 étoiles qu'on appelle aussi les 3 rois, ou les 3 rois mages, suivent l'étoile Sirius. Si on prend le coucher le 24 décembre au soir, ces 3 étoiles, vous irez sur un petit logiciel d'astronomie pour regarder, les 3 étoiles montrent Sirius et indiquent le lever du soleil au lendemain matin. Le soleil est né, les 3 rois mages ont suivi sa venue. Si on reprend aussi une chose intéressante, Jésus le Christ est ressuscité 3 jours après sa propre mort. Or, le 22 décembre environ, c'est-à-dire à peu près 3 jours avant sa naissance, le matin, avant le lever du soleil, on va voir la croix du Sud qui va se mettre à l'endroit où le lendemain, le soleil va se coucher. Et pendant 3 jours, le soleil est crucifié sur la croix du Sud. Après, on passe le solstice d'hiver, le soleil va se décaler d'1 degré, et ça y est, il est né, le soleil est revenu à la vie, les jours vont pouvoir se rallonger. La résurrection du Christ qui est au printemps, à Pâques, ce n'est pas pour rien, l'équinoxe de printemps. Ça y est, le soleil a vaincu les ténèbres, les jours sont plus longs que les nuits. Et c'est ni plus ni moins que des mythes païens. Donc on a transcrit donc ces mythes païens dans le christianisme, on reprend un peu On reprend tout. On reprend tout. Parce que même les saints, quelque part, oui, il y a un lien aussi. Mais il y a une chose importante, ça je tiens vraiment à le préciser. Ouais. Ce n'est pas une attaque surtout à la religion chrétienne. On ne parle pas de foi. La foi chrétienne, elle est tout à fait respectable. Chacun a ses propres pensées. Là, on parle du mythe. Ça n'enlève rien à la valeur de la croyance. On parle, le mythe du Christ, sans vouloir choquer les gens, est ni plus ni moins calqué sur Horus ou sur d'autres encore. On retrouve quasiment les mêmes mythes chez Krishna en Inde, Attis en Grèce, alors Grèce côté turc, macédoine un petit peu, qui est pareil, né d'une divine conception, qui avait 12 disciples, né un 25 décembre. On trouve Dionysos, qui répond à quasiment tous les critères également. Il n'y a pas aussi des critères dans l'épopée de Gilgamesh aussi? L'épopée de Gilgamesh. Alors là, on passe au déluge. Donc le déluge biblique. Le déluge biblique, l'arche de Noé, la colère de Dieu, les hommes sont devenus mauvais, Sodome et Gomorrhe, etc. Ce mythe est une transposition littérale du déluge sumérien qu'on retrouve dans l'épopée de Gilgamesh. C'est le même texte, ni plus ni moins. Ce qui est logique, ça ne veut pas dire que la Bible est fausse. La culture juive, on va dire, est venue de l'ancien pays de Sumer. Oui, parce qu'en plus, les Juifs ont été déportés à Babylone par Nabucodonosor. Oui, alors il y a eu plusieurs déplacements de population, enfin, plus de brassage de population. La population hébraïque a bougé, parce qu'on ne parle pas de Juifs encore à cette époque, la population hébraïque s'est déplacée en Mésopotamie de nombreuses fois, jusqu'à l'Égypte, puis sont retournés plusieurs fois. Il est normal qu'ils ont emmené leurs croyances et leur culture. De toute façon, le mythe du déluge sumérien faisait partie de leur tradition. Ils l'ont retransposé. Abraham lui-même vient de Sumer, de toute façon. C'est un Sumérien, de toute façon, c'est un Sumérien. Là, on est prêtre bien avant Babylone. Ouais. Ah bah, tout à fait, tout à fait. On retrouve dans l'épopée de Gilgamesh ce fameux déluge, mais ce déluge qu'on retrouve partout sur Terre également. Ouais. Le déluge, on va le retrouver toujours en Amérique du Sud. Déluge par le feu et par les flots. On retrouve également chez les Celtes, les Tuatha de Danann d'Irlande, le mythique peuple des dieux, est venu de 4 îles mythiques du Nord, car leur monde a été ravagé. Ils sont venus suite à un déluge et ont civilisé l'Irlande et par adéquation la Bretagne. On retrouve le mythe du déluge en Inde avec Manu. Manu n'a rien à voir avec le
menteur. Pas. Donc Manu qui est un équivalent un petit peu de Moïse, c'est-à-dire qu'il est un civilisateur de son peuple. C'est lui qui édite les tables de la loi, le grand dogme de sa civilisation. Et pareil, le mythe du déluge en Inde. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on retrouve beaucoup de constructions anciennes qui sont sous l'eau. Oui, sous l'eau. Sous l'eau, environ 40 mètres de profondeur. Oui. Donc qui les a construits et quand Ouais, comme Yonaguni. Yonaguni dans la mer du Japon, alors on estime à 12 000 ans, mais c'est pareil, on ne l'a pas daté en soi. C'est juste qu'il y a 12 000 ans, ce site aurait pu être hors de l'eau. Donc, moi je ne sais pas, mais je ne construis pas de bâtiment sous l'eau personnellement. Alors, un pont peut-être, mais pas un temple du moins. Ou alors ils avaient des scaphandres. Donc on peut imaginer que cette catastrophe, elle a pu être mondiale, parce qu'en fait, faire le lien, voilà, qu'il y a en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, partout des gens qui décrivent les mêmes faits. Justement, ce qui est intéressant avec ce déluge qu'on retrouve partout sur Terre, ça veut dire que soit les gens ont eu un traumatisme commun, ils ont raconté les événements que leurs ancêtres leur ont cités, un tremblement de terre, des tsunamis ou tout un tas d'autres choses, mais on le retrouve partout. Donc ces gens, soit se sont côtoyés, soit racontent des mêmes événements qu'ils ont vus. Si on ne prend que le déluge, on peut supposer qu'ils ont vécu le même traumatisme. En revanche, si on prend les liens entre les religions, on peut suggérer qu'il y a peut-être une histoire commune derrière. Exemple, on retrouve le mythe des géants. Ça, on en a beaucoup parlé. Le mythe des géants. Donc, le mythe des géants. Oui. D'où vient-il? On retrouve dans la Bible toujours notre Goliath, par exemple, donc terrassé par David, qui est un géant. Après, est-ce que c'était un grand homme ou un géant, c'est difficile à dire. Mais on retrouve en tout cas le mythe dans la Bible. On parle des Néphilim notamment. Les Néphilim, qui sont des demi-dieux, si on peut dire, entre les fils des dieux et les filles des hommes. Mais on retrouve les géants, en fait, dans toutes les autres religions, sous des noms différents. Alors, attention, je ne veux pas dire forcément de gens de grande taille par géant. Je veux dire un peuple ancien, assimilable à des dieux. Dans la mythologie nordique, les dieux, les As, combattent les géants. Chez les Grecs, les Olympiens combattent les titans, mais aussi les géants. Chez les Celtes, les Tuatha De Danann, les dieux combattent les Formoirs, qui sont des géants. On retrouve toujours les géants dans les mythologies. Chez les Sumériens, on va parler des Anunnaki, qui sont plus proches, pour moi, encore une fois ça n'engage que moi, des Néphilim. On est entre les dieux et les hommes, pour être exact. Mais on retrouve toujours ce mythe. Ça voudrait dire quoi? Des espèces d'hommes hybrides un peu? Alors, moi je ne vais pas m'avancer dans l'histoire des hommes hybrides. Disons que l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui a peut-être été légèrement différente. Mais ce qui ne veut pas dire différente au sens ADN ou physique. Ça veut dire peut-être une ancienne civilisation, une ancienne culture. C'est comme si on différenciait par exemple les Italiens des Français. Les Italiens sont plus bruns que les Français en moyenne, donc de ce fait, on n'est pas tout à fait pareil. Peut-être qu'une civilisation avant était légèrement différente, utilisait plus son cerveau, etc. Quand on voit les théories de Jacques Grimaud, par exemple, qui nous parle dans la révélation des pyramides d'une ancienne civilisation bâtisseuse, on trouve les écrits de Graham Hancock et bien d'autres encore, cette civilisation, on peut l'assimiler à plusieurs choix, soit aux extraterrestres, bon, pourquoi pas, on peut l'assimiler aux Atlantes, c'est le mot qu'on emploie chez les Grecs, on peut l'assimiler au continent perdu de Mu, qu'on va retrouver dans toutes les légendes d'Amérique du Sud. Mais de toute façon, tout le monde en parle, c'est pareil. Peut-être les géants, pourquoi pas? Et en plus, c'est ça, c'est quand même ce lien extraordinaire, c'est de voir, voilà, en Amérique du Sud, on nous décrit des phénomènes. On passe aussi, il y a les Dogons en Afrique, c'est ça, qui parle de l'étoile Sirius. Les Dogons en Afrique, alors... Parce que tu as parlé de Sirius tout à l'heure. L'étoile Sirius est très importante dans quasiment tous les mythes. Chez les Dogons du Mali, ils connaissaient l'existence de Sirius B, et apparemment de Sirius C, c'est-à-dire qu'ils théorisent une troisième étoile. Bon, alors je ne suis pas pro en astronomie, mais je ne crois pas qu'on l'ait découverte, cette troisième étoile. En tout cas, eux en parlent. Chez les Sumériens, on trouve sur des tablettes cunéiformes la présence de 10 planètes dans le système solaire. D'où le mythe de Nibiru, la fameuse dixième planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que les Sumériens les voyaient, ces planètes? Probablement pas. Ils n'avaient pas de télescope, pas de longue vue ou de jumelles. Les jumelles, on ne peut pas voir Pluton, Uranus et Neptune. Pourtant, ils en parlent. Alors, comment l'expliquer, quoi? Ils avaient une forme d'avancement, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça, de dire qu'il y avait une civilisation qui nous a précédés, qui aurait eu un état d'avancement technologique comparable au nôtre, en fait. Alors, moi, je pense que toutes ces civilisations antiques, sumériennes, égyptiennes et bien d'autres,
n'ont pas côtoyé directement ces civilisations. Ils ont hérité un peu de leur savoir. Imaginez un grand cataclysme qui détruit à peu près tout le monde. Certaines personnes vont survivre, mais avec un peu de connaissances. Si ça nous arrive demain, moi je ne suis pas physicien, je ne suis pas capable de reproduire une machine pour produire de l'électricité. Je serais capable de reproduire quelques petites choses, mais pas grand-chose. Certaines personnes vont survivre et vont peut-être civiliser ces peuples et apporter leur culture et leur connaissance, et surtout leur mémoire. Et c'est là que ça devient intéressant. À quel moment l'histoire devient une légende et à quel moment la légende devient un mythe? Prenez un week-end entre amis. On va à la plage, 4 jours entre amis. Super week-end. Le lendemain, on raconte l'histoire. 3 semaines plus tard, notre histoire, elle a évolué un petit peu. On va augmenter certains éléments, rendre la chose plus vivante, plus captivante. 10 ans plus tard, c'est devenu un mythe. On a tout changé. Il y a des gens qui n'étaient pas là, d'autres gens qui étaient là. On a transformé. Mais tout mythe a une base réelle. Peut-être petite, légère, mais une base. Donc tous les mythes, voilà, parce que ces mythes-là, donc justement, ces mythes européens en plus, je tiens à prendre l'exemple par exemple des Scandinaves, parce que les Scandinaves, ils ont quand même un fait particulier dans leur histoire, ils ont été écartés, on va dire, du christianisme et de la grande colonisation chrétienne du reste de l'Europe. Ce sont les derniers peuples christianisés d'Europe, un peu, c'est ça? Oui, leur cristallisation intervient en 800 à 1000, c'est pas homogène. D'accord. Donc quand même après oui, les autres, tardif, quoi, beaucoup plus tardif. Donc ils ont gardé un peu quand même le lien avec ça, un peu plus que nous, on va dire. On retrouve c'est très difficile d'avoir des sources pour les peuples nordiques. On retrouve l'Edda poétique et le travail de Snorri Sturluson qui est très intéressant, qui parle de tous les mythes scandinaves de façon en poésie, si on veut, comme des contes un petit peu. On retrouve un petit peu l'équivalent en Bretagne d'une certaine façon. Les Scandinaves ont mélangé le christianisme et leur propre culture, mais de là, pour moi, il n'y a pas grande différence non plus avec les Celtes. C'est du même ordre, c'est-à-dire que les Celtes n'ont pas pu continuer à avoir leurs croyances, alors ils les ont camouflées. Et les Scandinaves, pour moi, ont fait la même chose. Tous les contes pour enfants, les contes de Grimm, c'est des mythes celtiques. Absolument tous. La sorcière avec la verrue sur le nez, la sorcière, c'est comme, on pourrait dire, la fée Morgane. La gentille prêtresse devient, avec le christianisme, la méchante sorcière. Mais ce n'est qu'une transformation. Le mythe du loup-garou, chez les modernes, qu'on trouve dans les contes, le méchant loup dans la forêt. Le méchant loup dans la forêt, oui, bien sûr, c'est un loup, si on veut. Mais c'est une transformation des cultures populaires de l'époque, des superstitions. Oui. Donc, alors, il y a eu cette transposition, ça a permis donc, de faire passer, on va dire, la chrétienté, quelque part. Mais la chrétienté, c'est toujours pareil. Elle s'est nourrie. Comme si elle va sur une nouvelle terre, elle se nourrit, elle ne cherche pas à la conquérir par la violence, bon ça s'est fait aussi, elle sert à leur montrer, j'ai une phrase que j'ai beaucoup aimée de Justin Martyr, vers l'an 100 après Jésus-Christ, qui leur a dit, quand on vous dit que Jésus est le fils de Dieu, n'y voyez pas autre chose que, comme Persée, le fils de Jupiter. C'est la même chose. N'y voyez pas la différence avec le fils d'Osiris. On emploie la même chose, on a changé les noms. On arrive en Égypte, on leur dit, mais Jésus c'est Horus, c'est pareil, mais maintenant vous l'appelez Jésus. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que, pour bien comprendre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quoi? Il y a une espèce de mythe original qui s'est comme ça un peu propagé? Parce que les mythes se ressemblent, par exemple, entre la Perse et l'Égypte, on va dire, vas-y, géographiquement, ils sont pas trop loin, ça se comprend. Oui. Mais après, quand on arrive entre des Scandinaves et des Perses et puis l'Amérique du Sud, là, ça commence à faire de la distance quand même. Déjà, 3 choses. Du moins, quand on parle mythologie, on parle de Dieu, donc de créatures divines, etc. Mais si on oublie un petit peu ça, et qu'on se dit que ces personnes ont peut-être en fait existé. C'est-à-dire que nos dieux, imaginez, vous vous pointez en Amazonie, avec un hélicoptère devant une tribu de Machigenga, tribu péruvienne. Vous êtes des dieux, ils n'ont jamais vu ça. Donc, pour nos peuples antiques, peut-être que c'était réellement des dieux, mais des hommes qu'ils ont divinisés, parce qu'ils avaient peut-être un savoir, une technologie plus évoluée. Possible. Moi, je serais d'avis de cette idée. Je ne pense pas que les dieux étaient... Déjà, ils sont trop humains. Les dieux sont beaucoup trop humains, ils sont beaucoup trop imparfaits pour être différents des hommes. Ils se sont fait vénérer, tout simplement. On retrouve un livre très intéressant, Les Tables d'Émeraude, d'Hermestote. Oui. Voilà. Ce livre, un peu fantaisiste, puisqu'il parle de notre époque actuelle, mais il est tellement ancien, donc ça ne peut être que un petit peu nos interprétations et les problèmes de traduction qui peuvent donner ça. Il faut se méfier des problèmes de traduction. Néanmoins, il dit clairement être un Atlante, avoir créé les pyramides et tout un tas de connaissances. Il parle de technologies dites modernes, naturellement. Les gens l'ont pris pour un dieu, tout simplement.
C'est un livre qui date de quand, ça? Alors, le livre d'Ernest, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on l'a retrouvé, on trouve des traces chez les Grecs, au moins 300 ou 400, D'accord. dans ses eaux. Il a transité par Rome, et je crois qu'il a été mis dans les archives vaticanes, il me semble. C'est la base de la gnose, de toute façon. Toutes les religions dites gnostiques, c'est-à-dire qui ne voient pas Dieu comme un être extérieur omnipotent par lequel on doit obtenir le salut, la gnose considère qu'on obtient le salut par nous-mêmes, par notre illumination intérieure. Tous les courants New Age sont issus de ce livre et de tous les équivalents. Est-ce qu'il y a une relation aussi, parce que souvent, en Europe, on méconnaît les civilisations asiatiques, mais par exemple, Bouddha, le bouddhisme... Alors, déjà, le bouddhisme, je trouve que c'est une erreur quand on emploie le mot religion. C'est une philosophie de vie. En soi, ils ont des mythes polythéistes, pour être exact, animistes. Ils vénèrent en fait des éléments de la nature, comme des rivières, des forêts, comme les Japonais d'ailleurs. Le bouddhisme est une philosophie de vie pour atteindre l'illumination par soi-même, tout en respectant son environnement. Bon, après, je ne suis pas un grand connaisseur du bouddhisme, mais on ne trouve pas vraiment de lien direct avec les autres mythologies. C'est une philosophie pour moi. En revanche, le shintoïsme, c'est chez les Japonais. Là, on retrouve énormément de symbolisme équivalent d'ailleurs aux Celtes. Beaucoup de mythes avec les animaux, de transformation, le démon renard, les kitsunagi, je n'ai plus le nom exact, tous les démons des rivières, les démons des montagnes. En fait, il y a 8 millions d'esprits au Japon, 8 millions de dieux. Tout est un dieu. Il y a un dieu dans le verre, dans la tasse, en toi, en moi, en toute chose. Après, il est plus ou moins connu et réputé. D'accord. Et pour ce qui est de l'hindouisme, qui lui, alors là, c'est quoi? Alors, pareil, religion, c'est philosophie... vraiment la chose que je ne connais pas. Ouais, c'est vraiment le domaine que je n'ai pas encore étudié, ou du moins pas suffisamment. Donc je vais dire des bêtises. Je préfère pas en dire, ou pas trop du moins. Néanmoins, on doit trouver des liens également. Déjà, on retrouve le déluge. On retrouve de nombreuses divinités qui partagent des éléments de dieux créateurs comme Shiva, le principe féminin, la dualité féminine, le bien, le mal, qu'on trouve en Shakti et Kali notamment. Donc on retrouve des équivalents comme dans toutes les autres. D'accord, puis il y a les fameuses aussi civilisations de l'Indus, civilisation Mohenjo-Daro, des sites Pakistan, Mohenjo-Daro. Ouais. Encore une fois, ce n'est pas une région que je connais pas du tout. Je connais plus le Japon et je m'arrête malheureusement à la Perse. Mais ça va venir. Ça va venir, il faudra travailler dessus. Justement, ces mythes, la Perse, elle a semble-t-il beaucoup influencé dans la Perse, bon, c'est un peu dans l'histoire officielle, c'est le berceau. C'est le berceau de la civilisation, de l'écriture, des mythes premiers, de l'astronomie, des premières mathématiques, de l'écriture, si on veut. Du droit aussi, souvent. Oui, le code d'Hammurabi notamment. D'ailleurs, le code d'Hammurabi, très intéressant. Toujours dans la religion chrétienne, les 10 commandements. Les 10 commandements sont clairement les mêmes que les 10 lois du livre des morts égyptien. Elles-mêmes très proches du code d'Hammurabi. Par exemple, dans la religion chrétienne, tu ne tueras point est devenu, quand tu es donc dans le livre des morts égyptiens, quand tu passes devant ton jugement, devant Mahat, qui te juge, qui pèse ton cœur en face de la plume, elle te demande pas si... Elle te demande, as-tu tué? As-tu tué? Et non, je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué est devenu, tu ne tueras point. Je n'ai pas volé est devenu, tu ne voleras point, etc. etc. D'accord. Donc, ah oui, c'est clairement les mêmes. Le lien est établi. Les 10 commandements sont sortis du livre des morts égyptien. Si c'est Moïse qui les a sortis, il a lu le livre des morts. C'est sûr. Moïse venait d'Égypte, semble-t-il. Alors, Moïse a des équivalents. Notamment, Moïse, il est abandonné dans un berceau sur le Nil, il est recueilli par une personne de la royauté, et il va commencer son ministère un peu plus tard. Mais on trouve le mythe de Sargon chez les Sumériens, qui est le même. Il est abandonné dans un fleuve, il est recueilli par Apis, une sage-femme royale, qui va l'élever dans la royauté et devenir le roi de son pays, etc. C'est le même mythe. Le même mythe. Le même mythe. On retrouve Mysès en Égypte, qui est un précurseur de Moïse. Alors, pas pour les Hébreux, mais pour les Égyptiens. Mysès, c'est le même, version égyptienne. Donc on peut dire, quelque part, j'ai envie de dire, que ces mythes, ils se transmettent en fait de peuple en peuple, et puis finalement, un peuple, on va dire, a plus de succès que les autres, le médiatise entre guillemets, et ça devient la version officielle de ce peuple-là, mais quand on s'aperçoit, voilà... Après, il va y avoir des variantes, suivant aussi le climat et l'environnement. Exemple, chez les Nordiques, on a le Ragnarok, la terre, le feu. Mais imaginez les conditions dans lesquelles ils vivent. Il y a de la neige partout, il y a des volcans en Islande. Il est normal que leur mythe soit plus, pas sauvage, mais plus brutaux, on va dire. Plus brutaux, plus colériques, plus fatalistes d'une certaine façon. Contrairement au mythe grec, où il fait beau et c'est...
que des histoires de cœur de Zeus, par exemple. Voilà. Ça va s'imprégner aussi du terreau local, des variantes, mais la base est la même, et très proche du moins. Et en plus, est-ce que on sait si ces peuples-là, ils commerçaient, par exemple, les Scandinaves, il y avait beaucoup de liens avec les Celtes, puis les Celtes avec les autres peuples du Moyen-Orient. On retrouve sans aucun doute des échanges de culture et de matériaux entre notamment les Celtes et les Égyptiens, pour prendre deux éloignés. On trouve un livre très très bon qui s'appelle L'Atlantide des mégalithes de Jean Desruelles, qui est décédé aujourd'hui, qui parle de la civilisation mégalithique. Pour lui, l'Atlantide, c'est la civilisation des mégalithes. Pourquoi? Parce que déjà, on en trouve partout, donc principalement en Bretagne. Il a beaucoup travaillé sur les codes linguistiques, notamment des liens de langage qu'on retrouve chez les Celtes, donc le gaélique, et qu'on retrouve dans l'Est de l'Europe, en Bulgarie, Roumanie, et pour aller plus loin, chez les Indo-Européens. Chose intéressante aussi, on retrouve l'équivalent du sanskrit chez les Basques, on retrouve des sources du sanskrit. C'est quand même improbable. Pourquoi ils n'ont pas une base indo-européenne comme tout le monde? Peut-être un lien. Oui, parce que les Basques, on ne sait pas trop leur origine, c'est ça. Il y a certains peuples comme ça en Europe. Alors, c'est étrange, on ne sait pas Basques, comment. Il y en a un autre aussi. Il y a les Basques, on va retrouver des équivalents chez les Roumains, vers tous les pays slaves. On va retrouver, je sais pas, des Bogomiles. Non, les Bogomiles, il me semble, ont quelques traditions particulières. D'accord, parce que voilà, moi je vois ce tableau, donc on imagine bien qu'il y a des échanges. Mais tout ce savoir-là, on voit, il ne s'est pas perdu avec le temps quand même. Il ne s'est pas perdu, mais c'est surtout que c'est facile pour les Grecs et les Celtes qu'ils aient des rapports. Bon, ils ne sont pas très loin, c'est explicable. Les Égyptiens et les Celtes, pourquoi pas? Allons-y. Mais quand on parle de l'Égypte et de l'Amérique du Sud, c'est plus compliqué. Alors, beaucoup de gens veulent rapprocher les pyramides des Mayas ou des Aztèques aux pyramides égyptiennes. Pourquoi pas? C'est possible. Mais on n'a pas trouvé comment ils ont eu rapport. Moi, je ne pense pas que les Égyptiens, du moins l'Égypte antique, et les Amérindiens aient eu rapport. Mais peut-être quelqu'un avant s'est dispatché et a donné à chacun des sources communes qui ont fait que ça a évolué en des pyramides, en un alphabet hiéroglyphique pour les Égyptiens. En fait, si on admettait cette théorie historique du fait qu'une civilisation va précéder, en fait, on va dire, les civilisations connues actuelles, ça remettrait complètement en cause la chronologie, tout en cause. Et en même temps, la vraie question, c'est pourquoi on ne l'a pas trouvé? Plusieurs choses. On pourrait parler d'une censure dans l'histoire, parce qu'il y a énormément de sites archéologiques qui ne sont soit pas étudiés, soit qui remettent en cause l'histoire, mais où volontairement on va pas trop en parler, cacher un peu les recherches, bâcler le travail. Pour en citer quelques-uns, Yonaguni au Japon, Yonaguni, officiellement, c'est une formation naturelle. Ok, ça fait des angles droits, des petits couloirs. Moi je sais pas, mais la nature est très forte. En tout cas, on va retrouver Bimini avec une chaussée comme un port qui est immergé sous l'eau. On va retrouver Baalbek au Liban, un de mes préférés. Alors là, on a des pierres qui font 1200 tonnes, enfin 900, 1100 et 1200, qui ont été emmenées sur 3 km, posées dans les fondations d'un temple. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à même le sol, elles sont en hauteur. Alors pas à 20 mètres, mais elles sont en hauteur. Comment ils ont fait? Alors, première option, on baragouine, on fait des petits dessins, on prend des cordes et hop, on est 10 000 et on pousse. Voilà, ça suffira bien pour la communauté scientifique. Ou alors on admet, on ne sait pas. Alors, moi je n'ai pas de théorie, je ne sais pas comment ils ont fait, mais la théorie de 10 000 avec des cordes me semble au minimum absurde. Parce qu'il y a des choses aussi comme les fameuses cités qu'on retrouve en Cappadoce, des Rinkuyu, Göbekli Tepe, tout ça. Oui, aussi, alors des sites qui sont... Göbekli Tepe, on arrive à le citer à 8 000, à 12 000 ans, suivant les sources. Ce qui est plus compliqué, c'est ceux qu'on ne cite pas. Sacsayhuaman, par exemple, Teotihuacan. On trouve aussi des mégalithes, très vulgairement, les mégalithes d'Europe. Les sites comme Stonehenge, Karnak, le menhir de Locmariaker, Karnak, un menhir de 18 mètres qui est couché aujourd'hui. Comment ils les ont mis en place? Alors la théorie des petits rondins, etc., je veux bien, mais qu'on le fasse, qu'on le montre réellement, pas sur un menhir de 2 tonnes, quoi. Faites-le sur celui de 180 ou 200. L'île de Pâques. Ils ont fait une expérience pour déplacer un moai, un moai de 5 tonnes. Je la connais, cette expérience. Avec un système de balancier. Espèce de système de balancier. Ça marche, aucun problème. Ils ont déplacé le moai de 50 mètres sur du plat. Mais bon, les moai étaient extraits du volcan de Ranaranaku, qui était à 3 km de la plage.
sur une pente comme ça, avec des petites montées, un terrain qui n'était pas plat, et les moyens étaient pour certains beaucoup plus gros. Oui, alors il faut essayer... Le moine en question, il est 4-5 fois moins lourd qu'un véritable il moine. y a des petits moines, mais 5-6 tonnes, c'est possible. Oui. Alors la théorie, si c'est possible pour ça, c'est possible pour 100. Bah oui, bah bien sûr, bah essayez, moi j'aimerais bien être là. C'est pareil avec la grande pyramide d'Égypte, l'expérience de Nova. Ils ont fait une petite pyramide à l'échelle 1/20, si je dis pas de bêtises, et soi-disant ça marche. Mais non, c'est pas du tout pareil de construire un bâtiment de 143 mètres de haut, si je ne me trompe pas. C'est pas pareil, enfin, c'est pas du tout les mêmes chantiers, c'est pas la même main-d'œuvre, c'est pas le même travail, pas les mêmes blocs, etc. quoi. Donc il y a bien des choses archéologiquement présentes partout qu'on ne met pas en commun. Et le premier problème de l'archéologie moderne, c'est qu'on ne met pas en commun. J'étais en Crète il y a quelques semaines de cela. Il y a plusieurs sites de la civilisation minoenne. Knossos, Agia Triada, Phaistos et quelques autres. Tous ces sites sont gérés par des sociétés archéologiques, une française, une italienne, une anglaise, et la quatrième est allemande, si je ne me trompe pas. Il n'y a aucun partage de connaissances entre eux. C'est une guerre ouverte. Ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas leurs recherches et ils ne les publient pas. On n'est pas prêt d'avancer. Pourquoi pas? Et c'est partout pareil. Il n'y a aucun réel travail de remise en question. Parce que c'est peut-être pas parce que justement il y a un grand enjeu politique derrière, puisque quelque part l'égyptologie, on va dire, qui est née au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, c'est une bataille France-Angleterre. Alors déjà, l'archéologie, ce n'est pas vieux. C'est Napoléon III, clairement. L'archéologie, c'est inventé par la France d'une certaine façon. C'est Napoléon III qui est passionné d'histoire et qui lance l'archéologie. Avant, ce n'est pas des archéologues. Avant, on trouve des jolis trésors et on les ramène chez soi. On prend une pyramide, on dit c'est beau, et puis ça s'arrête là. On n'a pas de recherche réelle de fond. On a quelques écrits, mais on ne s'y intéresse pas. L'histoire est réellement née sous Napoléon III, et cette recherche, les fouilles, l'organisation, très anarchiste d'ailleurs au départ. Et de là, on a commencé à bâtir l'histoire que l'on connaît. Les Sumériens, les Égyptiens, la Grèce antique, tout vient de là. Et à chaque fois, depuis, on trouve des sites ou des éléments qui remettent en cause. Mais le problème, c'est qu'on a déjà écrit l'histoire. Pourquoi la changer? Ça ennuie tout le monde. Première cause, on ne veut pas courroucer des vieux professeurs. Ça, c'est de leur vivant. On ne veut pas avec ces machins qu'il y a, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ça, la deuxième, c'est l'autocensure. Quand une personne trouve un élément dit contradictoire, il hésite à le publier aujourd'hui. Déjà, il a peur de perdre son boulot, il a peur de perdre ses financements, il a peur de la risée dans le domaine scientifique. Il ne va pas le publier. Il prend des risques. Ouais, c'est un peu ce que disait Laurent Villaverde, qu'on avait reçu ici, qui disait qu'un archéologue, en fait, qui va découvrir des conclusions contradictoires à ce pourquoi il a été payé au départ pour chercher, il disait il préférera mentir ou alors ne pas publier pour pas contredire le fil des choses. Tout à fait logique. C'est ce qu'on appelle les anomalies dans l'histoire. Il y a autant d'anomalies que de faits avérés trouvés. Une anomalie, c'est quoi? Imaginons la hache de fer chez les Celtes. J'imagine, je dis des dates qui sont fausses. La hache de fer existe depuis 1500 avant Jésus-Christ et est usitée couramment dans cette forme jusqu'à plus 500. Ok, on en a trouvé des centaines et des centaines, tout va bien. Et là, tout d'un coup, on en trouve une seule, qui a 8000 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On en a une seule. Est-ce qu'on publie la hache de fer existe depuis 8000 ans? Ou est-ce qu'on dit il n'y en a qu'une, c'est une anomalie? C'est une anomalie. Sauf qu'un chercheur en France en trouve une, un chercheur en Angleterre en trouve une, en Allemagne on en trouve une, etc. On en trouve un peu partout. Si on les mettait en commun, on n'en aurait pas une, mais beaucoup. Il n'y a pas de communication. C'est le principe, ceci c'est à moi, tu ne touches pas, je ne te parle pas. Et puis, vraiment aussi, alors, on sait que, voilà, alors, au niveau de l'archéologie, il y a une frénésie, à un moment donné, de s'accaparer, justement, les trésors. On sait que, voilà, l'Égypte, ça a été la cible. Nous, en France, je veux dire, on a le Louvre, Oui, notre histoire est plus moderne, du moins dans l'architecture elle est plus moderne, mais elle est tout aussi scandaleuse. Les mythes modernes, si on peut. Bon, mythes modernes, je vais parler d'un plus vieux pour commencer. La guerre de Troie. La guerre de Troie, c'est enseigné à l'école, l'Iliade, c'est un joli récit, c'est un mythe. Dans l'absolu, quand on va en cours de 6e et qu'on vous parle de la guerre de Troie, c'est un mythe. On vous dit, on ne sait pas si elle existait ou pas. Ce qui est absurde, puisqu'on a trouvé la cité de Troie. C'est le site d'Izarlik en Turquie. C'est Henry Schliemann qui l'a trouvé. C'est assez connu aujourd'hui. On admet que la guerre de Troie existait. Peut-être pas dans les proportions qu'elle est citée dans l'ouvrage. Encore une fois, l'histoire devient légende puis devient mythe. On a grandi l'histoire. Mais elle existait. C'est un fait. Mais on aime bien rester sur le... Oui, c'est un mythe. Parce que si on ouvre la porte à un mythe, on ouvre la porte à tous les mythes. On ouvre le mythe de l'Atlantique, le mythe de Mu...
et tout un tas d'autres. Plus récent dans l'histoire. Alors, c'est mon avis, mais pour moi, on est en train d'éduquer la population à ne pas aimer notre histoire. On ne veut pas qu'on soit fier de notre histoire et de nos racines. Ça me semble très important. Aujourd'hui, quand on enseigne l'histoire, la seule chose qui est importante, c'est comment vivaient les serfs sous leur seigneur féodal, comment ont été votées les premières lois de la République, qui était là, qu'est-ce qu'a mangé le roi Louis XIV pour son premier repas. C'est ce qu'on nous apprend, globalement. On ne veut plus qu'on ait une belle image glorieuse de notre passé. Et c'est dramatique aujourd'hui. Par exemple, les guerres de Vendée, mythe moderne aussi. Personne n'en parle. Les guerres de Vendée, c'est le mythe républicain, la République a gagné, les vilains royalistes sont morts, ils se sont battus farouchement, mais heureusement, on a sauvé la République. Ouais, si on prend les faits et les textes, on a massacré les 21. Oui. C'est tout. On les a Ceux qui ont travaillé sur ce sujet comme ils ont dit, n'ont pas la même version. Comme ils ont dit, tuez-les dans les ventres de leur mère pour éradiquer la race. Ouais, mais ça, on ne l'enseigne pas. Ça gêne, ça dérange. Après, c'est les mythes un peu plus rigolos, comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est très intéressant. Alors, Jeanne d'Arc a entendu une voix qui lui a dit « va voir le roi », etc. Mais il y a une répétition. Jeanne d'Arc n'est absolument pas une fille de paysan. Déjà, c'est une fille soit de petite noblesse, soit de bourgeoisie. Elle savait monter à cheval. Tout le monde ne sait pas monter à cheval à cette époque. Elle savait parler et écrire. On ne sait pas parler et écrire à cette époque. Et surtout, on trouve des textes. Alors, c'est pas mon travail, c'est le travail de Franck Ferrand, qui est assez connu, il a fait des émissions télé. Il a été ennuyé pour ce sujet d'ailleurs. Il y a une répétition. La rencontre de Jeanne d'Arc et le roi a été répétée la veille. Enfin, pas la veille, quelques jours avant. Donc en gros, c'est une mise en scène. Ni plus ni moins. Oh, mais les catholiques, ça, ils n'y croient pas du tout. Moi, j'ai reçu encore une monsieur lundi, il n'y croyait pas du tout. Encore une fois, ça ne remet en rien en cause la foi. Il est tout à fait possible qu'il y ait une répétition, mais qu'elle ait quand même entendu son message divin et qu'elle l'ait communiqué. C'est tout à fait possible. Mais moi, je ne suis pas catholique, je prends juste des faits historiques. Les faits historiques, et qu'il y a une répétition au château de Chinon quelques jours avant la rencontre. Et ce n'est pas grave, ça ne lui enlève rien à... Ça n'enlève rien à tous les actes qu'elle a accomplis. Ce n'est pas grave. C'est pas incompatible de se poser des questions historiques et la foi. C'est deux choses totalement différentes qu'il ne faut pas mélanger. Et d'ailleurs, les Romains, quand ils arrivent, après la conquête de la Gaule, comment ils vont... eux, ils ont leur propre mythe et ils ont quoi... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Romains, ce sont des copieurs. Alors, déjà, l'Empire romain, c'est une grande armée, c'est un grand empire, colonisateur, conquérant, mais ils ont tout pris. Ils ont pris la démocratie des Grecs, ils ont pris les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux celtes, ils prenaient. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils passaient très très bien. Quand ils ont conquis la Gaule, ça s'est globalement bien passé. Alors, je ne parle pas de la conquête. Après, la romanisation s'est fait très bien. On leur a laissé croire en leur divinité. On ne les a pas embêtés. Après, avec le christianisme, c'est autre chose. Mais au début, les Romains ont associé leurs dieux. Alors, ils ont associé le Ogme, par exemple, à Hercule. Ils ont associé Taranis à Jupiter. Enfin, tout un tas de dieux ont été associés. Oui, vous les appelez Taranis, nous on l'appelle Jupiter, mais ça ne dérange pas. Les Romains n'étaient pas du tout, religieusement parlant, des destructeurs. D'accord. À la base. Bah en fait, est-ce que parce qu'il ne faut pas imaginer ça alors comme une religion d'État, comment ça se passe? Il n'y a pas de religion d'État à Rome avant. À Rome, voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le catholicisme qui invente la religion d'État Oui, mais c'est une guerre qui aurait pu être perdue. Au début, donc, l'Empire est polythéiste, mais la chrétienté a du succès. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est une religion qui plaît. Elle plaît au peuple parce qu'elle est simple, facile à comprendre, et en plus, on a un Dieu qui pardonne et qui est gentil. Moi, j'aurais été à cette époque, j'adhérais tout de suite. C'est normal. De plus, cette religion donc prend de l'ampleur dans l'Empire. Mais ce n'est pas la seule, elle a un concurrent, c'est le mitraïsme. Donc le mitraïsme est une religion perse d'origine qui vénère Mitra, qui est né un 25 décembre, qui a ressuscité après sa propre mort, qui égorge le taureau dans les mythes premiers. C'est le soleil invaincu, Sol Invictus. C'est quasiment la même chose que la chrétienté. Si ce n'est qu'il n'y a pas de temple, on ne bâtit pas d'édifice. Le Mitraeum, le temple de Mitra, est en général une grotte ou une caverne où se regroupent les fidèles. Et cette religion était en concurrence directe avec le christianisme. Le christianisme a gagné, l'empereur Constantin a officiellement reconnu la religion chrétienne comme
seule religion d'État. Mais il paraît qu'il a demandé d'être fait baptiser après sa mort. Oui. C'est ça la légende. Il a été baptisé, il s'est converti. Pour moi, c'était que mon avis, Constantin n'était pas chrétien. Il avait peut-être des sympathies pour le christianisme, mais c'était un païen dans l'âme, ça c'est certain. Mais il voyait bien que son empire n'y survivrait pas. Il a eu besoin de se convertir pour donner l'image. Et encore une fois, qu'il n'ait été chrétien lui ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que ce mouvement prenait de l'ampleur. Donc, il arrête la guerre, les chrétiens prennent le monopole, et là, ça sera la destruction des fils de Mithra. Ça sera la destruction des Mithraïum et de cette autre religion concurrente. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de trouver des traces de cette religion aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses aussi des théories sur la Vierge Noire, Isis, et justement cette adoration d'Isis qui aurait précédé le christianisme, ou en tout cas donné naissance à ce qu'on appelle le christianisme isiaque? Encore une fois, c'est un mythe commun. La Vierge Noire, Isis, la mère nourricière. Isis chez les Égyptiens, Ishtar chez les Sumériens, la Vierge Marie chez les chrétiens. On va retrouver Brigitte ou Dana chez les Celtes. On trouve toujours, de toute façon, la Vierge, la déesse mère. On revient sur un sujet précédent. Aujourd'hui, nous sommes globalement monothéistes, depuis 2000 ans. Avant, on était polythéistes, c'est-à-dire aujourd'hui on vénère un Dieu suprême, omnipotent. Avant, on vénérait une myriade de dieux représentatifs de l'humain. En gros, on se vénère soi-même sous des formes différentes. Mais avant, on vénérait la déesse mère. On retrouve les vierges de Willendorf et d'autres. On vénérait la naissance, la nativité. Pour une raison très simple, dans les temps préhistoriques, on ne savait pas déjà que l'homme avait un rapport avec l'enfantement. La femme était enceinte, elle accouchait, elle donnait la vie. Elle était donc précieuse et importante. Et on avait vénéré cet acte créateur. La déesse primordiale est restée après dans les religions païennes, bien évidemment, et elle reste aujourd'hui sous le nom de la Vierge Marie. Donc la Vierge Noire, oui, parce qu'on va retrouver la Vierge en Éthiopie notamment, avec forcément la chrétienté s'est importée en Afrique également. Pourquoi la Vierge ne serait pas noire? Pourquoi elle ne serait pas asiatique? Pourquoi elle serait pas... Elle est de tous les pays, elle est de toutes les nationalités. Mais je n'y vois pas une volonté comme quoi, non, elle n'était pas comme ça, elle était comme ça. Non, c'est juste une transposition, ni plus ni moins. Mais il y a pu avoir donc, on va dire... j'ai pas envie de dire l'importation, mais en tout cas, il y a eu, on va dire il y a eu à un moment donné des gens en France qui vénéraient Isis. Oui, alors on retrouve le mythe de la ville de Paris. Voilà, certains. Alors moi, j'ai un avis différent sur le mythe de Paris. Paris, on dit souvent par Isis, donc la ville d'Isis. Possible. Je n'ai rien qui appuie cette théorie, mais du moins étymologiquement, c'est possible. Après, bon, Paris, la tribu des Parisis. C'est notre version officielle. Moi, j'ai une autre légende que j'aime beaucoup, c'est Par-Is, équivalente à Is. Dans la légende, donc Is, c'est la cité disparue de Bretagne, près des côtes de Douarnenez, dans le Finistère. Mythe du déluge, une cité engloutie par les flots, par la colère de Dieu. On y reviendra après si tu veux. Donc Is a été détruit et c'était la plus belle ville de leur monde antique, si on veut, dans la légende. Is, c'est celle qui est équivalente à Is. Paris, c'est celle qui est équivalente à Is. Et dans la légende, on dit que lorsque Paris sera détruit, Is réapparaîtra. Voilà. Donc moi, j'aime mieux cette légende parce que j'aime mon pays. D'accord. Mais bon, il faut espérer que Paris soit pas détruit. Voilà, c'est ennuyeux. Ce sera ennuyeux, surtout pour nous. Oui, déjà. Mais, je veux dire... Mais Paris, on lui donne un peu toutes les interprétations qu'on veut. Paris-Is, Par-Is. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui appuie ni l'une ni l'autre. Oui, bah alors... Aussi, justement, remarque des récentistes. Alors, les récentistes, c'est un mouvement qui, on se disait, vient plutôt de Russie, d'Allemagne. Oui, Fomenko. Fomenko, voilà. Et d'autres personnes comme ça qui, donc, remettent en question la chronologie officielle. Et eux, presque, ils renversent tout parce qu'ils nous disent, alors, il y a des civilisations qui n'ont pas existé, on vous a menti sur ça, il y a des événements, vous croyez que c'est ça, mais c'est ça. Alors... ça va dans tous les sens, hein, parce que... Alors, en fait, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, des choses intéressantes. Je ne suis pas très connaisseur de ce domaine, mais vraiment, il y a des choses à chercher et des choses clairement litigieuses dans l'histoire. On ne va pas se mentir, les dates ne sont pas forcément franches, notamment la naissance du Christ, parce qu'on avait évoqué un mot tout à l'heure. Le Christ n'est pas né en l'an 0, il est né soit en l'an -4, -7, enfin, sous le règne d'Hérode. C'est-à-dire pas en l'an 0 de toute façon. Il y a donc un flottement dans les dates et des erreurs, peut-être plusieurs erreurs accumulées. Il y a un danger néanmoins avec le récentisme. On accuse souvent
les archéologues et les historiens, dans moins la doxa officielle, de cacher des éléments historiques et tout un tas de choses. C'est possible. Mais il ne faut pas tomber dans le même travers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus toujours tout vouloir renverser. Parce qu'on tombe vite dans un grand n'importe quoi. On peut peut-être corriger l'histoire, il y a sûrement des corrections à effectuer sur les dates, peut-être le Moyen-Âge à raccourcir, peut-être l'Empire byzantin qui n'était peut-être pas aussi grand, ou d'après les récentistes qui n'a peut-être même pas existé. C'est possible, mais il faut avoir des preuves, et je parle des preuves réellement incontestables. Je regardais une vidéo, Maurice Brunet, qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est intéressant, il dit des choses intéressantes, mais il y a des éléments manquants pour moi. C'est-à-dire que le Sphinx a été immergé, par exemple. Donc si le Sphinx a été bâti il y a... enfin, je ne connais pas les dates qui l'exposent, je ne veux pas dire de bêtises, mais si le Sphinx existe depuis 300 ans, ça fait 300 ans, il ne pleut pas en Égypte, quoi. Donc, lui, il nous dit qu'en gros, mais il n'est pas le seul à dire ça. Ah non, il y a eu plein en fait, ils nous disent en gros que l'histoire des civilisations a été inventée, tout ça a été, qu'on a créé l'école d'Orient, l'école d'Asie, l'école, etc., de tout un tas d'organismes, on va dire, culturels qui étaient financés. Alors, il parle beaucoup de Guggenheim, le musée New York, qu'on sait qui a octroyé de grosses bourses là-dessus, et qu'on a créé donc ces mythes en créant des civilisations de toutes pièces sur des choses fausses. Alors moi, je n'adhère pas. Moi, je n'adhère pas du tout à cette idée. Néanmoins, je serais curieux d'en débattre, en revanche, parce que c'est intéressant d'écouter tout point de vue. Il ne faut pas critiquer un point de vue. S'il y a un point de vue, c'est qu'il y a des éléments litigieux, de toute façon. Après, les pyramides d'Amérique centrale, le Machu Picchu, pourquoi on se serait embêté sérieusement à faire un Machu Picchu entre deux montagnes? Même pour un grand complot mondial, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Imaginons l'organisation. Puis, en plus, si c'était il y a 300 ans, on n'a pas les bateaux modernes, on n'a pas les avions, on n'a pas tout un tas de choses. Donc, s'ennuyer à construire des sites partout sur la planète, sous l'eau, certains. Ils disent au 19e siècle, quand on avait certaines technologies. Moi, j'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. En revanche, il y a des choses intéressantes sur les erreurs de datation. Je trouve le carbone 14 qui n'est pas fiable. La thermoluminescence, je ne connais pas très bien, mais apparemment, on peut dater une roche par rapport à son dernier contact avec le soleil ou de la chaleur. Mais ce qui ne permet pas de savoir quand un bâtiment est construit. Donc du coup, sur les monuments de pierre, on ne peut pas avoir de certitude. Ce qui peut attester le récentisme, mais ce qui peut aussi attester les théories de Jacques Grimaud ou de Graham Hancock, par exemple. Donc moi, je serais plutôt partisan d'une civilisation avant. Une civilisation plus ancienne. Voilà. Cette civilisation plus ancienne, où on retrouve ce mythe du déluge qui a traumatisé les civilisations antiques, c'était il y a 2000 ans. Il est expliqué par quoi d'ailleurs dans les civilisations la cause de ce déluge. Alors, on retrouve souvent le cataclysme par l'eau, qui revient en permanence. Ce qui est tout à fait crédible, car il y a à peu près 12 000 ans, c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve une fin d'un pseudo-ère glaciaire qui a donc provoqué une montée des eaux. Alors, je ne voudrais pas dire d'erreur encore sur la hauteur de l'eau, mais c'était relativement conséquent. Si on retrouve des cartes et qu'on voit les terres immergées à cette époque, on retrouve tous les temples de Yonaguni d'Inde qui sont hors de l'eau. Du coup, ça semble cohérent. Moi, j'aime bien également dater les monuments par rapport à l'astronomie, archéologie. Les anciens regardaient le ciel, donc ils s'en inspiraient. On retrouve énormément d'alignements ou de sites anciens qui montrent les équinoxes, les solstices. Je ne veux pas dire tous les sites, mais pas loin quand même. Exemple en Bretagne, quand on a un tumulus, donc un dolmen, à une certaine date de l'année, par exemple le solstice d'hiver, pas uniquement, ça peut être l'équinoxe de printemps, le soleil entre précisément dans la grotte et va illuminer une pierre. Et ça ne se produit qu'un jour dans l'année. J'invite tout le monde à aller en Bretagne pour vérifier par eux-mêmes. Oui, il y a la même chose, semble-t-il, dans certaines cathédrales. On retrouve la même chose à Abu Simbel en Égypte, où on a l'illumination des 4 statues pendant 4 jours avec le soleil. Donc on a la statue d'Horus, d'Osiris, Ramsès II et le Ptah, qui lui est toujours dans l'ombre, mais les 3 statues sont illuminées pendant 3 jours, au solstice d'été ou d'hiver. C'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On retrouve aussi des alignements à Chichén Itzá, en Amérique du Sud, où on retrouve au niveau de l'équinoxe de printemps les 2 serpents de l'escalier qui forment le serpent. Se datent. Alors, soit on a beaucoup de chance, donc imaginons, soit
Soyons fous. Ils ont eu beaucoup de chance, ils ont construit la pyramide de Chichén Itzá, précisément au bon endroit, et avec la bonne date, ça colle. Donc ils ont eu de la chance. Tous les constructeurs de mégalithes en Bretagne ont eu de la chance. Les pyramides d'Égypte, ils ont eu de la chance. Le Grand Sphinx, on a de la chance. On a beaucoup de chance. Ça fait beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Donc bon... En fait, trop de hasard, oui, trop de hasard, tu le hasard. Après, pour leur donner quand même leur chance, ils avaient que ça à faire. C'est-à-dire que si on admet l'histoire officielle, les constructeurs de mégalithes n'avaient que le ciel à regarder, ils n'avaient pas la télé et la radio. Donc, c'était peut-être un tracas suffisant pour être en effet suffisamment précis et attentif pour faire un super travail. C'est possible. Donc, on trouve aussi des traces d'une civilisation au nord-est de la Grande-Bretagne aussi. Dans le Dogger Banks. Voilà, de vestiges. C'est toujours la théorie donc, de Alain Desruelles, donc l'Atlantide des mégalithes, qui place donc dans le Dogger Bank l'Atlantide. Toute cette terre était immergée donc, à l'époque, et on retrouve des constructions mégalithiques toujours pareilles dans cette zone. Mais pourquoi on ne fait pas de fouilles? C'est toujours pareil. Ouais. D'ailleurs, on a un des sites les plus fascinants au monde qui est à Glozelle en France, le site de Glozelle dans l'Allier. Un petit agriculteur, Émile Fradin, passe sa charrue et un jour tombe sur des plaquettes, enfin des tablettes cunéiformes gravées. Il trouve ça très très joli, il les ramène chez lui, met ça dans un coin, il trouve ça beau. Puis au bout d'un certain temps, certaines personnes vont commencer à s'intéresser à ces trouvailles. Donc on va forcément en creuser un petit peu plus, on va sortir des tablettes, de la céramique, des poteries, tout un tas de choses, et on va commencer à les dater. Pas de bol, moins 15 000 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On a une trace d'écriture, moins 15 000 ans avant JC. Alors, première option, on dit ok, pas de problème, l'écriture a été inventée en France. On change tout, et on peut tout jeter à la poubelle, on recommence tout. Ou alors on dit oui, vous êtes sûr des datations? Vous êtes un faussaire, monsieur Fradin. Alors du coup, interpellation, on l'a emmené au poste pendant quelques jours, posé des questions. On a envoyé de la police pour casser une bonne partie des plaquettes, donc une bonne partie a été détruite. Ah ouais? Oui, une bonne partie a été détruite. Et puis, c'en est resté un petit peu là. On l'a accusé d'être un faussaire. On a refait des expériences un petit peu plus tard sous Malraux, qui était un grand ministre de la Culture, qui s'est intéressé au site. On a redaté les objets, et on a dit oui, il y a des trucs du Moyen-Âge. Bon, c'est possible, on a peut-être mélangé un petit peu, donc il y a des trucs du Moyen-Âge. Et les autres, on ne sait pas trop. Voilà. On n'a pas de certitude, donc on publie pas. Donc moi, quand j'ai pas de certitude... Enfin, on publie au moins, on publie son résultat. Peut-être qu'il ne nous plaît pas, mais on le publie. Il n'a pas été publié. Et les dernières recherches, c'était en 93, c'était pas si vieux. Et ce n'est toujours pas résolu, cette affaire. On ne parle pas de Glozelle. Il y a un petit fil de fer autour, interdiction de faire des fouilles à Glozelle, etc. C'est interdit. Et donc, il y a quand même pas mal de sites comme ça assez inexpliqués. Quoi, déjà, pour moi, il y a un gros problème dans l'archéologie française. C'est l'INRAP, Institut National d'Archéologie Préventive. Donc, en gros, on a une autoroute, bon, pas de problème, on envoie les archéologues, on fouille, il n'y a rien, c'est bon, vous pouvez construire. C'est bien quand on trouve rien. Parce que quand on trouve, ça gêne, ça dérange. Parce que du coup, ça coûte de l'argent, le constructeur... c'est ce que nous expliquait Laurent Villaverde d'ici même, qui disait que ça n'arrangeait pas du tout les entreprises. Dans une petite anecdote, dans la ville où j'habite, à Thouars, dans les Deux-Sèvres, la place de la ville a été refaite il y a peu, et donc on a fait des fouilles archéologie préventive, creusées à côté d'une église. Site considéré comme pas très intéressant, on a creusé à 1 mètre. Creusé à 1 mètre, on trouve 2-3 ossements, 2-3 poteries... Pas significatif, Moyen-Âge, ça intéresse personne. On rebouche, c'est bon, on peut construire. Ah ouais, mais bon, peut-être qu'en dessous il y avait d'autres trucs. On peut peut-être passer un petit peu plus de temps. L'archéologie est préventive en France, elle n'a pas pour but de faire des découvertes. Donc un site comme Glozelle n'intéresse personne. Une autre controverse française, le site d'Alésia. Peut-être entendu parler de la polémique. Bien sûr. Alors, donc Alésia, on a décidé que c'était là à un moment. Ouais. Bon, voilà, pourquoi? Parce que nos connaissances de l'époque situaient le site à cet endroit. Et puis à un bon moment, on s'est aperçu que c'était peut-être pas là. Le problème, c'est qu'on avait construit un musée qui nous a coûté très 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 cher. Donc du coup, si on dit Alésia n'est plus là, qu'est-ce qui devient le musée? Voilà. Donc on s'en fiche complètement de savoir où il est réellement. Ce qui compte, c'est qu'officiellement c'est là, allez vous promener, payez votre entrée, parce que j'ai vu que personne n'était d'accord sur l'origine. On nous dit en tout cas que l'endroit qui a été désigné, c'est impossible que ce soit là. Par contre, tout le monde est d'accord sur ça. Absolument impossible. C'est plus le site d'Aline Sainte-Reine, où il y a le musée, sera toujours officiellement Alésia, mais non, c'est tout sauf ici. Un site intéressant, c'est la Motte-les-Grenelles, dans le Jura.
C'est le site défendu par Franck Ferrand, encore une fois, que j'aime bien son travail sur Alésia, qui s'est fait ennuyer d'ailleurs par rapport à ça. Il a été, pendant une époque, on lui a dit on veut plus de toi, quoi. Faut lire son livre L'archéologie interdite, où il parle de Jeanne d'Arc, Alésia, la théorie sur Molière et Corneille, qui a fait un petit peu de remue-ménage il y a quelques temps, le génocide vendéen, tous ces petits sujets qui dérangent. Oui, voilà. Tous les petits sujets français, parce qu'on a beaucoup quand même. Oui, on a nos sujets en dans France. Notre histoire. On a nos sacs avec les Cathares, les Templiers, tout se passe en France. Donc on n'a rien à envier à l'Égypte ou à l'Amérique du Sud. Bon, niveau monument, c'est vrai qu'on n'a pas les pyramides, mais on a d'autres choses. Notre-Dame. On a notre filiation. Bah oui, mais les cathédrales, c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors les cathédrales, on a 1200, 1300, je ne veux pas embêter les récentistes, disons dans cette date qui est mise en doute, on a toutes les constructions des cathédrales. On en a partout, ça pousse tout d'un coup, en 20 ans, 30 ans, partout. Partout, oui. On a dans toute l'Europe. Hein. Dans toute l'Europe. Alors, il y en a beaucoup plus en France, mais on en a dans toute l'Europe. On ne trouve aucun texte de construction, aucune archive, rien. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le compagnonnage, les maçons, qui les ont construites. Mais on a quelques noms d'architectes quand même, non? Oui, on a des noms d'architectes, on a quelques petites ébauches, mais on n'a pas de plan significatif pour un monument de cette ampleur. D'ailleurs, on a... Bah, moi, quand j'ai posé la question à certains historiens, la réponse, on m'a dit qu'ils faisaient des trucs dans le sable. Oui, alors je ne suis pas architecte, ni historien, ni archéologue d'ailleurs. Ça me paraissait un peu, mais j'ai envie de dire un peu frugal, non? Peut-être pour un architecte construire un bâtiment comme ça dans le sable, je sais pas. Moi, je n'aime pas critiquer en mettant tout de côté. C'est juste que des fois, les explications ne me conviennent pas. Donc les mégalithes avec les petits rondins ne me conviennent pas, le moai qui bouge comme ça ne me convient pas, beaucoup de choses ne me conviennent pas, visiblement, et les cathédrales ne me conviennent pas. Ce qu'on me donne comme explication ne me semble pas convaincant. Néanmoins, elles sont là, donc elles ont bien été construites. Pas de problème. La question c'est comment, techniquement parlant. C'est un savoir qui se connaissait dans un certain milieu. Ce certain milieu a hérité son savoir, pour moi, de filiation avant. Toutes ces histoires de sociétés secrètes un petit peu. Il ne faut pas voir dans une société secrète, d'ailleurs, le grand complot mondial. Une société secrète, c'est avant tout une société discrète, qui ne veut pas se mélanger, qui garde son savoir pour eux, pas forcément dans l'optique de contrôler le monde, mais qui garde son savoir. Et qui a une filiation et qui transmet, comme ça. Et il est possible que ces cathédrales, justement, elles soient le fruit d'un projet, Oui, parce qu'elles sont apparues, c'est déjà, vrai elles sont kabbalistiques. Tout est symbole dans les cathédrales. Ouais. Que ce soit les nombres mathématiques, que ce soit les représentations, les gargouilles, les ferronneries, les dimensions à l'intérieur. Il y a beaucoup d'alchimie aussi dans les cathédrales. Tout est kabbalistique. Tout est kabbalistique, alchimique. D'ailleurs, c'est quand même rigolo, mais pour un chrétien convaincu, on regarde les cathédrales, c'est moitié hérétique. D'ailleurs, même certaines églises, accessoirement. Mais certaines fois, on voit des symboles. Par exemple, on voit une étoile, un sceau de Salomon. On peut en voir dans des églises. Oui. C'est hérétique. Parce qu'on s'est battu, on a transformé l'Ancien Testament en le Nouveau. Donc c'était plus un symbole d'actualité. Le Triscara celtique, on le retrouve. On retrouve beaucoup de symboles, notamment des lettres, des pictogrammes, des glyphes. Enfin, c'est tout sauf chrétien à certains endroits. Donc c'est pour ça qu'il y a un mystère quand même sur il y a un mystère, une filiation. Mais toutes les civilisations du monde, du moins depuis l'histoire des temps, il y a toujours eu des sociétés. On parle aujourd'hui beaucoup de la franc-maçonnerie. Bon, la franc-maçonnerie, pourquoi pas, c'est très à la mode. Société très discrète, mais qui jouent sur ça. Ils jouent sur leur discrétion. Moi, je vais différencier plusieurs maçonneries déjà. Il y a la maçonnerie que tout le monde connaît, le Grand Orient. Oui, pas de problème. C'est un club un peu bobo, de je me réunis, je veux une ascension sociale et je fais partie d'une fraternité. Ouais. Et puis après, on a une vraie maçonnerie, peut-être très bien, qui est garante d'un savoir humanisme et qui sorte de réunion philosophique. Et puis on a une maçonnerie très mauvaise aussi, qui s'amuse bien avec les deux autres. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans un panier, surtout. On a les Templiers au Moyen-Âge, qui sont une fraternité discrète, de la même façon. Ils ont gardé tout leur rite d'initiation. Alors, il y en a beaucoup qui sont connus aujourd'hui, parce qu'ils ont écrit, mais ce qui se passait réellement dans les murs, on ne le sait pas. On peut interpréter, mais on les n'a aucune Templiers, certitude. beaucoup pensent, alors c'est aussi grande théorie sur les Templiers,
qu'après on va dire, qu'ils eurent été pourchassés par Philippe le Bel, donc le fameux, c'est le 13 octobre Oui. 1324, Oui, c'est ça, le fameux vendredi 13. le fameux vendredi 13, et donc certains seraient enfuis en Écosse, et donc à partir de là, ils auraient reformé en fait justement la franc-maçonnerie, Ouais. sous, on va dire, en revenant à la lumière, sous l'apparence de francs-maçons, quoi, les fameux Templiers. Ouais, c'est une idée, j'ai pas mal lu là-dessus. Moi, je ne pense pas que les francs-maçons soient directement issus des Templiers. En revanche, ils ont eu envie que ce soit le cas. Ça leur a plu. Imagine. Aujourd'hui, les Templiers, c'est beau, c'est à la mode, c'est chevaliers, des chanteurs de tout un tas de choses. Alors, les Templiers, on peut les voir comme on veut. Soit c'est les gentils, soit c'est les méchants. Ça dépend des goûts et des envies. C'est totalement variable. La franc-maçonnerie a vu ces chevaliers du temple comme un modèle de vertu. Parce qu'au début, la franc-maçonnerie, elle est chrétienne au tout départ. Les Templiers, c'est le modèle de vertu, les vrais défenseurs de la vraie foi, que le Vatican ne respecte plus, pour eux du moins. Ouais. Donc de ce fait, ils veulent avoir une filiation avec les Templiers. Ils vont l'inventer. Enfin, certains vont l'inventer, certains n'adhèrent pas. Moi, je ne vois pas une filiation directe. En revanche, ce qui est intéressant, tu parlais des Templiers et de Philippe le Bel, encore un mythe. Alors c'est pareil, soit les Templiers étaient, mon Dieu, des hérétiques, et heureusement le bon Philippe le Bel les a détruits, ou alors les gentils Templiers, garants d'un savoir ancestral, ont été tués par le méchant roi Philippe le Bel. Donc on a les deux théories. On prend laquelle? Si on prend un petit peu les faits, les Templiers ont été créés par Hugues de Payens et quelques autres pour officiellement escorter les pèlerins en Terre Sainte, libérer la Terre Sainte et s'assurer que tout se passe bien. Une espèce de moines soldats. Oui, des moines soldats. C'était l'air du temps. Bon, pourquoi pas? Ce n'est pas la seule organisation. Il y a les chevaliers, les hospitaliers, donc les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de Rhodes, enfin de Rhodes et de Malte, et puis de Malte aujourd'hui. On avait les chevaliers teutoniques, on avait les chevaliers du Saint-Sépulcre. J'en ai un dernier, ça me reviendra. Enfin, ce n'est pas un cas unique, les Templiers. La seule différence, c'est qu'ils ont inventé l'usure, ils ont inventé le principe du transfert d'argent. Et ils sont devenus très riches. Ce qui fait qu'à un moment, ils voulaient même créer un État dans l'État. On aurait pu quasiment créer un État templier. De ce fait, on se retrouve avec des Templiers tout puissants, qui ont des commanderies partout, qui possèdent des terres. Et c'est ça qui est important. Ils ont des commanderies et des terres. Ce n'est pas simplement de l'or, parce que la terre a plus de valeur. Ce qui fait que si un beau jour, ils décident qu'ils ne veulent en gros plus avoir d'allégeance envers la France, parce qu'ils n'en ont pas à la base, ils sont immunisés de ça, et qu'ils décident, bah tiens, l'Occitanie, ça va devenir à nous, parce que c'est ça, c'est l'Occitanie clairement, ça va devenir chez nous, le roi de France, il n'était pas non plus totalement idiot, il l'a vu. Un roi cruel est un roi qui a la tête sur les épaules. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Les rois trop gentils, souvent... Philippe le Bel a bien vu que les Templiers étaient riches et une menace. Et de ce fait, il les a éliminés. Après, c'est discutable du comment, du pourquoi. Après, peut-être aussi que oui, les banques étaient vides et il fallait renflouer le trésor. Et que le Templier était bien pratique. Les deux théories se défendent. Et je pense que la vérité est au milieu. Je pense que les deux sont un peu vrais. Philippe le Bel voulait se débarrasser de gens dangereux. Et en plus de ça, pourquoi pas faire une bonne affaire? Et juste avant qu'on fasse la pause, il y a aussi une théorie sur les Templiers, pourquoi ils pratiquaient des rites, limite sataniques, Alors, etc. déjà, les Templiers, l'homosexualité, écoutez, vous mettez des hommes en garnison comme à l'armée, à un moment donné, 200 types tout seuls, sans femme, pendant perpète, il n'y a pas de miracle. Donc les Templiers, peut-être, c'était pas obligatoire, mais oui, il y a eu l'homosexualité chez les Templiers, comme dans tous les ordres militaires de tout temps, d'ailleurs. Voilà. Ça appelé en militaire, ça. Bah oui. Tu vas te faire beaucoup d'amis. On va faire la pause et puis on va revenir juste après. La régie, elle est prête, c'est parfait. Et ben c'est bien, Méta TV, c'est la libre antenne. À tout de suite, à vous la régie.